crée en environnement. Et l'Union des producteurs agricoles, un monopole de plus en plus contesté. C'est une grosse administration, que c'est en haut qu'on prend des décisions puis qu'on n'écoute plus la base. Le Jardin botanique de Montréal est classé parmi les plus beaux jardins du genre au monde. 22 000 espèces et variétés de plantes. Aujourd'hui, nous vous proposons une visite de la toute nouvelle serre tropicale qui est consacrée aux plantes alimentaires. Des plantes qui poussent au loin, mais dont on consomme les fruits quotidiennement. On a beau parler d'achat local, plusieurs produits qu'on consomme tous les jours nous viennent de loin. Par exemple, le café. Le café chez nous, c'est une habitude. On en boit tous les jours. Le café, c'est le deuxième produit de consommation le plus transigé dans le monde, juste après le pétrole. Une soixantaine de pays en produisent chaque année près de 7 millions de tonnes, un marché de 15 milliards de dollars. Dans mon café, je mets du sucre et parfois un peu de cacao. Café, chocolat, sucre, un trio qui a changé le visage de l'agriculture dans les pays du Sud. Aujourd'hui, des dizaines de millions de paysans dépendent tant bien que mal de ces plantes qu'ils ne consomment à peu près pas. Mais nous, au Nord, on connaît peu de choses de ces cultures. Pour en savoir plus, on peut prendre l'avion ou faire un tour du côté de la nouvelle serre tropicale du Jardin botanique de Montréal. Une serre maintenant axée sur les plantes alimentaires du Sud. C'est déjà un aspect et comment définir les plantes qui sont les plus importantes. Il y avait aussi une autre... C'est l'heure de la pause café et le directeur du jardin, Gilles Vincent, la passe avec nous. Tout le monde boit de café, mais personne ne sait nécessairement ce que c'est. Alors, le café qui est originaire d'Éthiopie, des hauts plateaux d'Éthiopie, mais maintenant cultivé partout en zone tropicale, particulièrement au Brésil. Et ce qui est particulier pour cette plante, c'est que c'est toujours récolté à la main. Elle fleurit à l'année. Alors, les fleurs donnent naissance à des petits fruits qui sont à l'aisselle des feuilles et il y a des récoltes comme ça à la main et il n'y a rien de mécanisé dans le café. Et évidemment, une plante d'une importance économique là, considérable. Alors, ça commence toujours par des fleurs qui vont se développer en petits fruits. Là, on parle d'un fruit de grosseur d'un petit raisin, comme ça, à l'aisselle de chaque feuille. Donc, on voit que la production, elle peut être très, très importante parce qu'à l'aisselle, comme ça, de chaque feuille qui sont en position opposée, on voit ces fleurs, ces petites fleurs de caféier qui vont donner naissance à des fruits. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le café est une affaire de petits producteurs. On en compte près de 25 millions qui cultivent pour la plupart sur moins de 10 hectares. Il n'y a toujours pas, à ma connaissance, de production, de grande production industrielle comme on retrouvait, par exemple, dans les bananeraies. Alors, ça reste des productions paysannes traditionnelles où on fait effectivement planter nos 50, 100 plantes de café qu'on récolte comme ça à l'année, à la main. Des petits producteurs qui sont toutefois à la merci des gros acheteurs et des fluctuations boursières. Je vous dirais qu'entre ce qu'on donne aux producteurs pour son kilo de café et le cours à la bourse du kilo de café, il y a tellement d'intermédiaires. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point ça se rend jusque-là. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de toutes ces étapes pour arriver à notre tasse de café qu'on voit ici en Occident. Au milieu des années 90, l'expansion de la production dans plusieurs pays a de plus fait chuter dramatiquement les prix. Une crise dont les petits producteurs ne se sont pas encore remis. Le café n'est pas le seul produit cultivé au sud, mais consommé au nord. Une de nos plantes vedettes dans notre serre des plantes tropicales alimentaires, le cacaoyer, on connaît l'importance. C'est pas tellement une plante par sa production, mais par son importance économique, bien sûr. Beaucoup d'économies de petits pays sont basés sur cette production. De façon générale, le cacaoyer n'est pas une plante qui a été beaucoup sélectionnée. Alors, c'est toujours le Theobroma cacao, là, pour utiliser le nom latin. C'est cette plante qui est à la base du chocolat.
Ces petites fleurs-là vont faire un fruit. Évidemment, la fleur va se transformer en fruit. Elle va faire l'espèce de grosse cosse là, où il y aura les graines de cacao qu'on va griller et qu'on va broyer. Au Jardin botanique, nous rencontrons le chercheur Mario Cappadocia de l'Institut de recherche en biologie végétale, un passionné du chocolat. Le cacao ne pousse qu'entre 20 degrés nord et sud de l'équateur. Donc, on est limité dans la région géographique dans laquelle il peut tout simplement pousser. Mario Cappadocia est aussi intéressé par l'histoire du chocolat que par son goût. On a bien sûr les Olmèques, on a bien sûr les Toltecs, on a bien sûr les Mayas qui seront les grands cultivateurs de cacaoyers, mais surtout, ça sera les Aztèques, les tout derniers en date, qui en feront une plante tout à fait privilégiée et ils feront des cultivations d'une valeur exceptionnelle. Le breuvage au cacao des Aztèques est pourtant à des années-lumière de la friandise qu'on connaît aujourd'hui. La concoction, il s'agit d'avoir une sorte de bouillie, si vous voulez, à base de maïs et bien sûr les fèves broyées après avoir été torréfiées du cacao. Et donc la boisson est extrêmement amère si on n'y met pas un peu la bouillie à base de maïs. La combinaison cacao et sucre permettra à la fois de se passer du maïs, mais surtout donnera le côté sucré suffisamment pour que tout le monde change d'avis. Comme le café, le cacao voit son prix fixé en bourse. Et comme le café, c'est un prix qui dégringole dans les années 90, laissant bien des producteurs dans la misère. Vous savez, je pense, 7-8 millions de personnes qui directement travaillent les cacaoyers et quelques 40-50 millions de personnes de nos jours qui vivent du cacaoyer. La majorité de la production de cacao est évidemment exportée vers le nord, notamment au Québec, où on achète les fèves pour les transformer en chocolat. Ce chocolat, moins cher à produire chez nous, est exporté aux États-Unis pour être utilisé dans des friandises populaires. Le chocolat, c'est la deuxième exportation alimentaire du Québec après le porc. Surprenant. Le café et le cacao n'auraient jamais atteint leur immense popularité sans un ingrédient essentiel, le sucre. Donc ici, c'est de la canne à sucre, la plante la plus, en volume, la plus cultivée dans le monde. C'est toujours la même variété, qui est quand même peut-être une des plantes cultivées depuis plus longtemps. En fait, on connaît l'utilisation de la canne à sucre en culture depuis 8000 ans. Vous savez, c'est une graminée, hein? C'est la même famille que des plantes qui poussent sur nos pelouses. En fait, c'est la sève, dans le fond, qu'il y a dans cette écorce qu'on coupe, qu'on broie. L'engouement pour le sucre, comme pour ces nouvelles nécessités que sont le café et le cacao, ne sont pas sans conséquences. Certaines seront terribles pour les paysans qui les cultivent. À la fin du 18e, toute l'Europe sera prise par une véritable folie, faire les petits déjeuners à la parisienne. Petit déjeuner à la parisienne n'était autre que du café au lait ou cacao avec du sucre. Plus de sucre, plus d'esclaves. Plus d'esclaves, plus grosse production de sucre. Plus grosse production de sucre, vous voyez, comme un serpent qui se mord la queue et la spirale est partie. Et c'est comme cela que des millions et des millions de personnes seront transportées de Afrique surtout, vers les pays d'Amérique centrale. Ces cocktails terribles de sucre, de cacao et pourquoi pas du café, on finit pour avoir ce qu'on appelle tout ce qu'il faut pour qu'un événement aux grandes conséquences va se produire. C'est la hyperexploitation de l'esclavagisme. Aujourd'hui encore, les coupeurs de canne travaillent dans des conditions souvent très près de l'esclavage. Des conditions qui ne risquent pas de s'améliorer tant que les prix du sucre resteront bas. Mais même dans ces immenses cultures, il y a un peu d'espoir. Des méthodes de rétribution plus justes des paysans commencent à voir le jour.
On parle maintenant de commerce de café équitable, par exemple, et ce qu'on ne parlait pas il y a 15 ans. Et je pense que c'est cette problématique-là, les gens en sont conscients. Et surtout, c'est qu'on a des choix qu'on peut faire quand on achète des produits équitables. On sait que c'est justement pas des grandes productions comme celle-là. Ça va prendre du temps, c'est un long processus, mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans un autre modèle. On se dirige vers un autre modèle. On trouve déjà sur le marché du café équitable, du chocolat équitable et même du sucre équitable. Mais il ne représente qu'une petite fraction de la production. Pour les paysans, la transition risque d'être longue. Comme aliment, la banane a plein de qualités. Nutritive, facile à digérer, bon marché. Elle arrive même dans un bel emballage. La banane, c'est le fruit le plus consommé dans le monde. Même au Québec, on en mange plus que de n'importe quel fruit local. Mais comme plante, le bananier, lui, a des gros problèmes. Et le fruit qu'on connaît pourrait même bientôt disparaître. On est très fiers de notre collection de bananes. C'est probablement la collection de bananes, des cultivars de bananes qui sont les plus importants. Et je ne sais pas si on vous a expliqué, mais il y a seulement que tous les bananes qu'on mange, c'est 2 espèces qui ont été croisées. La banane pèse lourd dans l'économie, et pas seulement dans les républiques de bananes. Une centaine de pays en produisent. Le gros de la production, le plantain, étant consommé sur place par les populations locales. Mais rien que les exportations de bananes sucrées valent près de 6 milliards de dollars. Pas étonnant que la banane ait fait sauter autant de régimes. Et il y a beaucoup à dire sur les bananes, notamment quant à la biodiversité et toutes les problématiques reliées aux sélections. Alors, vous savez que la banane est une des plus importantes productions à la base de la nourriture d'à peu près 130 pays dans le monde. C'est surtout la banane plantain, hein, la banane à cuire. La banane sucrée, la banane qu'on mange, c'est un cultivar que nous avons, qui est le cultivar Cavendish, qui malheureusement est attaqué par une maladie fongique. Et on croit aujourd'hui que cette banane-là disparaîtra. Va se produire la même chose qui s'est produit il y a une trentaine d'années avec une autre variété, la variété Gros Michel. Dans la nature, il y avait plus de milliers d'espèces de bananes. Sélection par-dessus sélection, les producteurs ont reproduit les fruits par bouture pour aboutir à la variété la plus rentable. Aujourd'hui, c'est la Cavendish qu'on retrouve partout. La Cavendish est à son tour menacée par une maladie grave, la fusariose. Comme ces plants-là, ce sont des clones, mais ça va se propager de façon très rapide à travers toute la culture. Au Jardin botanique, nous retrouvons aussi la chercheuse Anne Bruno de l'Institut de recherche en biologie végétale. Elle nous explique pourquoi la banane est si fragile. La banane, ce qui est particulier, c'est qu'il y a eu, dans le cours de l'évolution, 2 mutations qui sont très importantes, puis qui font en sorte qu'on a maintenant un fruit qui est charnu, avec une belle chair qu'on aime manger. La première mutation, c'est une mutation qui est faite en sorte qu'on a un fruit qui est stérile. Quand on coupe une banane, évidemment, des fois, on voit des tout petits picots noirs au centre, et ça, c'est les ovules qui auraient avorté. Même les nombreux pesticides chimiques qu'on utilise dans la culture de la banane ne semblent plus pouvoir la sauver. On ne voit pas vraiment les beaux régimes de bananes, mais on voit que des espèces de sacs de plastique qui recouvrent ces bananes avec toutes sortes de produits pour protéger contre les insectes, maladies fongiques, etc. Évidemment, une culture intensive, problème de ruissellement de ces utilisations de produits chimiques-là qui peuvent affecter même les cours d'eau. C'est effectivement, quand on parle de grande production industrielle, une activité qui est assez polluante. La banane est un des exemples les plus dramatiques de la perte de biodiversité, souvent générée par l'agriculture. Vous savez qu'il y a à peu près que 17 plantes qui est à la base de l'alimentation de 90 % de la population. Donc là aussi, on a un phénomène d'entonnoir. Les Nations unies reconnaissent que 17 à 20 espèces qui sont vraiment très importantes au niveau économique.
Il y a peut-être 150 plantes qui sont aussi utilisées commercialement, mais pas beaucoup quand on pense qu'on estime qu'il y a environ 300 000 plantes qui pourraient être utilisées, consommées là, pour l'alimentation. Donc, c'est vraiment un très faible pourcentage qu'on utilise. Alors, il y a une diminution, une perte de diversité au niveau du nombre d'espèces qu'on utilise et le processus de domestication en soi mène à une perte de diversité génétique. Un peu partout, des laboratoires et des jardins botaniques comme ici deviennent les derniers gardiens de la biodiversité. Des semences rares qu'on trouvait en nature poussent maintenant dans des serres. Quel plus beau sujet que celui des plantes tropicales alimentaires pour parler de l'importance de la biodiversité, cette biodiversité qui malheureusement diminue, et pour sensibiliser les gens. Et oui, il y a une possibilité de faire changer les choses, de changer la tendance. Puisqu'on a perdu une partie importante du patrimoine végétal mondial, il est important de conserver vivant ce qui reste. Au Québec, par exemple, on s'apprête à construire sur le terrain même du Jardin botanique de Montréal un centre de recherche sur la biodiversité du Québec. Une pause et au retour, les paroles, mais les gestes surtout des cow-boys fringants pour l'environnement. Curieux. Si passionné. 6 amoureux fous de la vie culturelle. 6 dans la cité. Aujourd'hui 15h à Radio-Canada. Ma fille est folle, tu vas te ruiner ton mariage. Instinct féminin. C'est mon émission, mon concept, mon chum. Elle n'a rien à voir là-dedans. Et pulsion masculine. L'auberge du chien noir, lundi 20h. À Radio-Canada. En ouvrant sa librairie en Angleterre, Nigel tirait un trait sur son passé d'ingénieur automobile. Des années perdues à se mesurer à une auto qui, de génération en génération, montait la barre de la finition et du raffinement. Désolé, Nigel, elle est de retour. Voici la voiture mondiale de l'année 2009. La nouvelle Golf monte la barre. Encore une fois, Volkswagen, das Auto. Avez-vous ce qu'il faut? Chez Sport Expert, l'Esquivo, Classe, Émotion 3 et Voltus Viento sont à seulement $349,99. Ma vaste expérience comme pharmacienne m'a permis de concevoir une gamme complète de médicaments homéopathiques pour enfants. Recherchez la gamme enfant 0-9 ans d'Homéocan en pharmacie. Étudiants mathématiques, voici la leçon, la cadologie. Vos cadeaux vous donneront comme résultat beaucoup de succès à petit prix. Avec l'arrivée de nouveaux articles jusqu'à Noël, les étudiants considérant que Winners, c'est la totale. Winners, si fabuleux pour si peu. Faites scintiller votre table des fêtes à des prix jusqu'à 60% moins chers tous les jours. HomeSense, on n'a pas fini de vous étonner. Aujourd'hui, la petite Gabrielle n'a pu aller en classe. Elle a pris congé. Enfant 0-9 ans, Homéococcinum. Recherchez la gamme Enfant 0-9 ans d'Homéocan en pharmacie. La recette aujourd'hui, un oignon sur une tranche de pain. Bon, premièrement, le tranchage d'oignon. Après ça, on beurre le pain. Ah! Le feu! Ah! De l'eau! Ah! Ah! Maintenant, fini les fiascos. Et ça, c'est grâce à Sinisco. Avec Sinisco, même nous autres, on est plus beaux. Préparez votre maison pour les fêtes, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec Canadian Tire.
Nathalie est une femme active, travaillante et qui s'occupe bien de sa famille. Aujourd'hui, elle doit prendre congé. Homéococcinum. Recherchez Homéococcinum en pharmacie. Pour le plaisir, c'est du lundi au vendredi, midi et demi. Ils chantent, ils bougent, ils déménagent, les cow-boys fringants. Ils ont un succès fou, un succès qui les a amenés de Repentigny à Paris, des petits bars aux grandes salles. Ils ont à leur actif 12 albums, 9 Félix, mais ce qui nous a intéressés chez eux, c'est leur engagement sur les questions environnementales. Leur projet? Protéger des écosystèmes menacés, réduire leur empreinte écologique et planter des milliers d'arbres. Ils sont 4. 3 gars, une fille. Moyenne d'âge, début trentaine. Leurs chansons parlent de peine d'amour, de conflits avec les parents, d'amitié, de party et de lendemain de veille. Leur carrière ne doit rien aux grosses machines du show business. Ils se sont imposés à travers l'univers parallèle des petites salles et de l'Internet. Ils ont gagné la faveur du public avant celle des distributeurs et des radios commerciales. Une carrière atypique qui n'a pas empêché un succès colossal. Si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar de Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. L'autre carrière des cow-boys fringants est moins connue, celle d'écologistes engagés, engagés par leurs paroles et par leurs gestes aussi. Qui vous a instruit sur l'écologie au tout départ? Est-ce qu'il y a eu un point de départ ou un déclencheur? Moi, j'ai toujours été quand même beaucoup touché par ces sujets-là. Entre autres, moi, j'avais été extrêmement épaté, puis ça était vraiment venu me chercher le film L'Erreur boréale de Richard Desjardins, puis ça a été un peu un catalyseur pour moi, qui écrit la plupart des chansons du groupe. À l'époque, j'ai commencé, à plus m'intéresser à ce sujet-là, puis à en mettre quelques-uns de ces sujets-là en chanson. Les Américains, flairant la bonne affaire, sont venus faire la pièce dans le bout de Trois-Rivières. Ça va nous faire la job pour les Canadiens français. Bâtissez vos usines, puis nous, on vous donne la forêt. Ceux qui vulgarisent la science nous ont trouvé écho pas mal chez les cowboys. Par exemple, la chanson Plus rien aussi s'est inspirée d'un petit peu du discours d'Hubert Reeves sur l'avenir de l'homme. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la Terre. Plus rien est assurément la chanson la plus sombre des cow-boys fringants. Le cri du cœur d'une génération d'héritiers d'une terre abîmée. Si la chanson semble désespérée, l'attitude des cow-boys fringants est tout autre, pleine d'espoir de changement. L'idée principale que jaillit, c'est que je regardais La Semaine verte chez moi il y a 5 ans. Puis, il y avait un reportage sur des gens bien nantis qui, eux, achetaient la montagne derrière chez eux ou un terrain, puis le faisaient zoner vert. Donc, le lendemain, quand j'ai vu les cow-boys, je leur ai dit, mais si on achetait, nous, des terrains puis on les faisait zoner vert, il me semble que ça serait bien, c'est une bonne idée. Par la suite, ça a été un désir de s'engager, de passer vraiment de la parole à l'acte. Donc, on commençait à faire des spectacles bénéfices, essayer d'aider financièrement certains groupes. Puis à un moment donné, il y avait un souci de transparence aussi, de dire si on prend de l'argent à partir de nos billets de spectacle, de nos albums, il faudrait qu'il y ait quelque chose de plus rigoureux, de plus crédible pour dire vraiment notre public, nous allons devenir une courroie de transmission entre les sous que vous pouvez donner puis des projets d'action concrets en environnement. Ça a un petit peu mené au désir de créer la Fondation en 2006. La Fondation Cow-Boys fringants est financée à même les dons des membres et d'$1 perçu sur chaque billet de spectacle vendu. Cet argent contribue au financement de projets à caractère environnemental accrédités par Conservation de la nature. Notre premier projet a été, nous, avec la Fondation, ça a été le tourbière du lac à la Tortue, qui est dans la région de Shawinigan, ces coins-là. Donc, ça a été vraiment le premier projet qu'on a touché avec la Fondation.
La région du lac à la Tortue en Mauricie est la plus vaste tourbière de la vallée du Saint-Laurent. Un écosystème fragile et vieux de plusieurs siècles. On y retrouve des communautés uniques de plantes et d'oiseaux. Un lieu à protéger qui peut jouer un rôle essentiel dans la lutte au réchauffement du climat en emprisonnant d'importantes quantités de carbone. Le deuxième projet qu'ils ont endossé, c'est celui de la protection du corridor appalachien. Ce corridor-là permet de faire un pont vert entre les monts Sutton, les espaces verts là-haut, puis les forêts du nord du Vermont pour permettre aux espèces de faire un petit brassage génétique, de circuler librement. Puis, plus récemment, ils ont financé une partie du projet de protection de l'île Kettle en Outaouais. Cette aire de conservation constitue l'habitat de prédilection de plusieurs espèces de tortues, de reptiles et d'amphibiens. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Mais il y a plus que les projets de conservation de la nature. Il y a aussi le propre projet des Cowboys fringants, la Tournée verte. Dans la dernière tournée, la Grand-Messe, nous, avec tous ces déplacements-là, on avait fait environ 300 000 km, alors que le public, pour venir nous voir, c'était 27 millions de kilomètres. Fait que quand on met ça en perspective, on se dit, bien, c'est ça qu'on veut faire comme tournée verte, de mesurer ça, puis d'aller faire de la séquestration de carbone par la plantation d'arbres. Donc, la tournée qu'on fait, on plante environ 35 000 arbres avec le projet Carbone boréal à l'Université de Chicoutimi. Il faut planter 35 000 arbres, puis on s'était dit qu'il y aurait 25 000 arbres, justement, avec la chaire en éco-conseil, que c'est eux qui s'occupent de la plantation de 25 000 arbres en forêt boréale, puis qu'il y a 10 000 arbres qui seraient peut-être plus en région urbaine. Ouais. La majorité de ces arbres vont enrichir le projet Carbone boréal. L'objectif, planter 2 millions d'arbres au nord du lac Saint-Jean et mesurer, à partir de cette forêt expérimentale, l'efficacité de diverses essences d'arbres pour la séquestration du carbone. Plus encore, toujours avec l'Université du Québec à Chicoutimi, ils sont à créer un logiciel Bernard Landry veut devenir premier ministre et défendre une seule cause, la souveraineté. Une mère et ses 3 jeunes enfants sont gravement blessés dans l'incendie de leur résidence. Et la petite Jade vient au monde sur la banquette d'une voiture grâce à l'intervention d'un policier.
Bonne fin de soirée tout le monde. Pas de surprise, Bernard Landry entre dans la course pour remplacer Lucien Bouchard. S'il y a course, parce que Pauline Marois n'a toujours pas annoncé ses couleurs. Quoi qu'il en soit, Bernard Landry y va pour défendre une seule cause, et c'est la souveraineté. Fleur à la boutonnière, c'est un Bernard Landry triomphant qui lançait sa campagne sous le thème « Nous sommes déjà demain » devant les militants de son comté de la Rive-Sud de Montréal. Pour le bras droit de Lucien Bouchard, c'est dans une province souveraine que les Québécois profiteront pleinement des avantages de la mondialisation, citant en exemple le sommet des Amériques du printemps prochain. Québec, 15e puissance économique du monde, et l'autre d'un sommet des Amériques dans sa capitale, il n'a pas le droit de s'asseoir à la table. Voilà une raison fondamentale maintenant de faire la souveraineté. Si Bernard Landry est clair quant à l'urgence d'agir, il tient tout de même à apporter certaines nuances. Exit les mots séparatisme et société distincte. De façon à rallier la minorité anglophone, on parlera plutôt de souveraineté et de nation. You must know, if you really want to understand Quebec, that we are not a distinct society. We are a nation. Faisant référence à l'affaire Michaud, Bernard Landry a tenu à dissiper toute ambiguïté quant à la délicate question des ethnies ayant grandement contribué au départ de M. Bouchard, se permettant même quelques mots en espagnol. La nueva patria del norte, nuestro Québec. Pour le moment, le ministre des Finances est seul dans la course. Pauline Marois, deuxième favorite dans les sondages, brillait par son absence. Mais à l'instar de nombreux ministres et députés, tout porte à croire qu'elle se rangera derrière Bernard Landry. Un peu plus tôt cette semaine, son collègue de l'Éducation, François Legault, lui faisait faux bond. Et hier, lors d'une rencontre secrète, M. Landry lui aurait promis le poste de vice-premier ministre et des Relations internationales. Sophie Vallerand, TQS, Verchères. Bon, et le Parti libéral était fin prêt pour réagir. Les libéraux estiment que la candidature de Bernard Landry à la tête des péquistes évoque le retour aux astuces de Jacques Parizeau et à l'État au service de la cause souverainiste. Au ministère des Finances, donc à même les fonds publics, on a fait des études sur la souveraineté qu'on cache encore à la population. Alors, tout ce que je dis, c'est que oui, les fonds publics redeviennent l'outil pour Bernard Landry, ont toujours été pour Bernard Landry, l'outil pour faire avancer sa cause à lui, qui n'est pas la cause de tous les Québécois. Une petite famille a failli connaître un destin tragique en Outaouais. Un feu qui a commencé dans un poêle à bois a blessé gravement un bébé de 18 mois, une fillette de 5 ans et un garçon de 4 ans. Leur mère a été incommodée par la fumée. Russell Ducasse. 22 h samedi soir, les pompiers sont appelés, coin Val-Quesnel et Belle-Île, à Saint-André-Avelin. À leur arrivée, personne dans la maison enflammée. Les occupants, une femme et ses 3 enfants, se sont réfugiés chez le voisin. Les 4 souffrent de brûlures. Des brûlures aux mains et au visage. Ils reposent dans un état stable à l'hôpital pour enfants d'Ottawa. Il était sorti. Il était sur le voisin. Il y a quelques petites brûlures. Je ne sais pas exactement les sortes de brûlures. Puis, ça a probablement pris dans le trou du tuyau, dans le sol. C'est la mère qui a sorti ses jeunes enfants un à un de leur chambre. C'est le détecteur de fumée à l'étage principal qui l'a alerté. Cependant, c'est au sous-sol que l'incendie a pris naissance. Un problème de poêle à combustion lente. Dans un sous-sol qui, pourtant, comportait 3 détecteurs de fumée, dont fonctionnels, cependant. Le plus important de tout, il y a donc un avertisseur de fumée qui est fonctionnel. Vérifiez-le 2 fois par année. C'est le meilleur ami que vous pouvez avoir. Hein? Il veille sur vous 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Gilles Weckman, du service des incendies de Gatineau, le souligne. Suivre les règles de base de sécurité sauve des vies et évite des blessures. Cette année, en Outaouais, cet incendie s'ajoute à la liste de la dizaine d'incendies mettant en cause des poêles à combustion lente dans cette région. Bien, la première règle, je pense qu'on doit s'assurer de respecter, c'est s'assurer des recommandations du manufacturier. Deuxième des choses, les cheminées. Minimum 2 fois par année, vous voyez donc à ramoner votre cheminée. Troisième des points, peut-être s'assurer pour les cendres. Les cendres, on ne le dira pas assez souvent. Utilisez donc un contenant métallique, un contenant qui est incombustible. Des vérifications qui auraient pu éviter un tel incendie. Russell Ducasse, TQS, à Saint-André-Avelin.
Un face-à-face, ça fait 1 mort et 4 blessés graves en fin de journée sur la route 125 à Sainte-Julienne. C'est dans la région de Lanaudière. Selon la régie de police de Montcalm, un conducteur aurait perdu la maîtrise de son volant en raison de la chaussée glissante et se serait retrouvé en sens inverse. La route 125 a été fermée une bonne partie de la soirée, causant un important bouchon. Accident pour le moins spectaculaire vers 5 heures ce matin dans une bretelle d'accès menant de l'autoroute 40 au pont Charles-de-Gaulle. Un véhicule à bord duquel prenaient place 2 hommes a raté son virage dans cette courbe en U avant d'effectuer plusieurs tonneaux. Le véhicule est finalement retombé sur ses roues. Les deux occupants, dis-je, s'en sont tirés avec des blessures mineures. L'alcool n'est pas en cause. Il semble que le conducteur se soit tout simplement endormi. John Sakaris, un résident de l'État de New York, est devenu en fin d'après-midi hier plutôt, la 13e victime de la motoneige au Québec cette saison. L'homme de 52 ans a connu une mort atroce sous le regard de ses compagnons impuissants sur un sentier de Saint-Cuthbert. Sa motoneige a percuté violemment une locomotive à un passage à niveau. Des panneaux d'arrêt obligatoires sont pourtant situés de chaque côté de la voie ferrée, mais le New-Yorkais ne les aurait pas respectés. La cavale de Stéphane Pratt, évadé vendredi du pénitencier à sécurité minimum de la montée Saint-François à Laval, s'est terminée à 3 heures la nuit dernière dans le stationnement d'une marina à Elmer, en Outaouais. Pratt a été arrêté après qu'un policier de la Sûreté municipale d'Elmer l'a intercepté au volant d'un véhicule rapporté volé vendredi à Terrebonne. Le fugitif n'a pas perdu de temps à reprendre ses activités criminelles puisqu'il est soupçonné d'être l'auteur d'un vol qualifié commis dans un dépanneur à Gatineau hier après-midi. Je vous rappelle que Stéphane Pratt a été condamné en 91 à la prison à perpétuité pour meurtre au second degré. Un policier qui s'apprêtait à donner une contravention a plutôt donné un sérieux coup de main à une mère de Bedford qui a dû accoucher dans sa voiture vendredi. Tout s'est déroulé à merveille. Jade est née 3 semaines plus tôt que prévu, mais elle est en santé et mignonne comme tout, vous allez le voir. Une si petite main et un si doux visage. Des tout petits yeux qui avaient sûrement très hâte de croiser ceux de leur mère. Jade devait arriver le 8 février. 3 semaines avant le temps, vendredi matin, sa maman Mélanie Gosselin a soudain des contractions. Vers 7 heures, j'avais mal au ventre, mais je pensais vraiment pas que c'était des contractions. C'était vraiment léger. Puis vers 10 heures à peu près, j'ai réveillé mon copain, puis fallait qu'on aille à l'hôpital. Rendu à Donham, on a croisé le policier, puis là, il voulait nous arrêter parce qu'on dépassait sur une ligne double. Après avoir constaté l'urgence de la situation, l'agent Hugo Lizotte les laisse repartir, mais veut quand même être sûr que tout ce beau monde ne sauve pas de la police. Il décide alors de les suivre jusqu'à l'hôpital. 1 kilomètre plus loin, la voiture s'arrête et le policier sait alors qu'il devra agir. On n'a pas vraiment le goût de voir ce qu'on va voir. On entreprend des actions, on couche le siège, on recule, on enlève les pantalons et puis on constate effectivement qu'il y a une urgence. Je te dirais peut-être 5 minutes plus tard, même pas. Là, la tête a commencé à sortir. J'ai dit à la prochaine contraction, on pousse et puis le petit bébé a sorti. Là, on a dégagé voie respiratoire puis on l'a couché sur le ventre de la mère. Nerveuse. Très nerveuse, stressée. J'avais peur. Le père, mettons, t'a dépassé un peu par les événements, puis c'est compréhensible. Il m'a laissé aller, puis il m'a fait confiance. Et voyez aujourd'hui cette belle petite puce de 5 livres et 7 onces, pleine de santé, qui n'a presque pas pleuré depuis sa naissance. Elle a chigné un petit peu, mais pas beaucoup. Hugo Lizotte est depuis ce temps la fierté du poste de la SQ de Cowansville. Pas mal pour ce policier qui n'avait comme seule expérience en la matière que le souvenir d'un tout petit film qu'il avait visionné au cégep. En technique policière, on a une petite formation, là, un vidéo qui passe, et puis on demande si on a des questions. Pascal Bouchard, TQS, Cowansville. Histoire qui finit bien. On va à l'étranger maintenant en annonçant aujourd'hui la nomination de 37 cardinaux. Le pape Jean-Paul II a considérablement augmenté le nombre de candidats au prochain pontificat. Ce nombre inhabituellement élevé montre la volonté du souverain pontife de laisser son empreinte auprès des cardinaux qui éliront son successeur. Avec ces nominations, la grande majorité des cardinaux susceptibles de participer au conclave auront été désignés par lui-même. Ces 37 nouvelles nominations portent à 154 le nombre de cardinaux nommés par Jean-Paul II depuis son accession au trône de Saint-Pierre en 1978.
La dépouille de Laurent-Désiré Kabila est arrivée aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les funérailles nationales du président Kabila dureront 4 jours. Par ailleurs, un groupe de militaires proches d'un ancien allié du président Kabila, disparu en 1997 dans des circonstances qu'on dit obscures, a revendiqué l'assassinat du chef de l'État. Laurent-Désiré Kabila a été abattu mardi par un de ses gardes du corps dans son palais présidentiel. On va faire un petit tour du côté de la météo avec Chantal Brossard. Chantal, bon, demain, ça devrait commencer sous le soleil. Exactement, Martin. Et je dois vous dire que pour la météo, en ce qui concerne la météo de demain, ce n'est vraiment pas compliqué puisqu'on prévoit du beau temps presque partout. Alors, pour Montréal, on amorce la semaine de belle façon puisqu'on aura du soleil toute la journée. Cependant, ce sera un peu plus frais que les normales saisonnières. On prévoit moins 10 au mercure. Alors, pour vous donner une idée, moins 10, c'est exactement la température qu'on a eue aujourd'hui. Ailleurs au Québec, pour tous les autres secteurs du sud-ouest, eh bien, on prévoit du soleil toute la journée, sauf en Abitibi-Témiscamingue où ça devrait se couvrir en après-midi. Et puis, les vents seront assez forts aussi par là-bas. Ils atteindront de 40 à 60 km/h en soirée. Et plus à l'est, eh bien là aussi, ça se passe sous le soleil et les températures varieront entre moins 16 et moins 8 degrés. Voilà. Xiomara Michael Ménard a 3 ans. Elle est greffée du foie. La transplantation a nécessité 2 transfusions. Tous les jours, on a besoin de sang pour sauver des vies. Donnerez-vous du sang cette semaine? Vous avez décidé de perdre du poids? Vous pourriez vous sentir mieux. Même une perte de poids modeste vous aiderait à faire baisser votre cholestérol et votre tension artérielle. Un petit coup de main vous aiderait à perdre du poids pour de bon. Si vous avez fermement décidé de perdre du poids, consultez votre médecin à propos des traitements médicaux pour perdre du poids ou téléphonez au 1-888-281-8777 pour qu'une infirmière vous parle d'options amaigrissantes et de programmes de soutien personnalisés. Téléphonez dès aujourd'hui. Catherine Bourque, 13 ans, souffre d'un sarcome d'Ewing, une forme de cancer des os. J'ai reçu 22 transfusions. Merci à tous ceux qui ont donné du sang. C'est une question de vie. Donnerez-vous du sang cette semaine? Téléfusion, la ligne rencontre. Oui, j'ai rencontré quelqu'un. Je suis contente pour toi, maman. Téléfusion, il y a du beau monde là-dessus. Ça va téléphoner. T'es-tu fou, toi? Gratuit pour les femmes. Boîte vocale gratuite. Forfait disponible à partir de 9,99 $. Adultes seulement. Enfin, je peux mettre un visage sur le 51 287. Téléfusion, ça marche. 380-0000. Appelez maintenant. Ben non, trop pressé, je te le dis, je peux parler tant que je veux. Puis, quel temps fait-il à Chicoutimi? Parce que je viens de parler à Simon et à Sherbrooke, c'est l'horaire. Des vacances, puis prends le temps d'ajouter les détails. Avec Distributel, appelez partout au Québec, 24 heures sur 24, 17,95 par mois. Également offert, service de téléavertisseur à 6,95. Tu payes pas plus cher que ça? Ce lundi à Flash, une session de photos avec la comédienne Caroline Néron. Rencontrez Bénédicte Mulroney, fils de Brian et nouvelle star du petit écran. Et Luc Picard nous invite à la première de 15 février 1839. Vive la liberté! Vive Flash, 18h30. Ce lundi, à Faut le voir pour le croire, le plus petit cinéma au monde, la nouvelle médecine alternative, des canoës de béton, des bateaux de carton et la force centrifuge à l'épreuve. À Faut le voir pour le croire, lundi 19h30 à DQS. Vous avez une primeur qui pourrait faire la manchette. Faites le 1-888-818-9999 ou le 790-1999. Abonnez Rogers AT&T. Faites étoile 1999. Ce segment vous est présenté par les petites annonces du Journal de Montréal. Ça va vite. 888-8888. Salut François. Salut Martin. Il y a eu beaucoup d'actions dans la LNH aujourd'hui, et puis c'est pas les Canadiens. Non, les Canadiens sont en congé, mais quand on pense action dans la Ligue nationale, on pense immédiatement à Mario et les Pingouins de Pittsburgh. Les Pingouins qui ont blanchi les Blackhawks 4-0 ce soir à Chicago. Aucun but en première période, mais en deuxième, les Pingouins explosent avec 3 buts. Martin Straker, avec son 19e, ouvre la marque. Puis René Corbin, en avantage numérique, son 7e de la campagne. Il a de la suite dans les idées, il revient à la charge et marque. Finalement, avec 32 secondes à jouer en deuxième, le grand Mario
profite d'un filet ouvert. Ben, Mario ne manquera pas sa chance. Hein? Déjà son 11e de la saison. Robert Lang sera le dernier à déjouer le gardien Jocelyn Thibault. Un deuxième point pour Martin Straka. Thibault n'a pas connu son meilleur match de la saison. Il n'a repoussé que 15 rondelles. Garth Snow a réussi son 12e jeu blanc de sa carrière. Au Minnesota, maintenant, l'élève affronte le maître. L'élève, c'est Larry Robertson, c'est pas Mario Tremblay. Le Tremblay travaille avec le maître, Jacques Lemaire. Le Wild surprend en première période et après 20 minutes de jeu, c'est 1-1. Sean O'Donnell nivelle les chances lors d'un surnom. Mais en deuxième, les Devils explosent avec 3 buts, sans riposte, dont 2 d'Alexander Mogilny. Un boulet de canon, c'est 4-1 après 40 minutes de jeu. Les Devils vont finalement l'emporter 4-2 et avec cette victoire, les Devils ont rejoint les Sénateurs au premier rang de l'association Est. Les Sénateurs d'Ottawa vont finalement perdu patience avec leur attaquant tchèque Vaclav Prospal. Ce dernier a été échangé aux Panthers de la Floride contre un choix au pêchage. Les Sénateurs pourront choisir entre le 4e choix des Panthers en 2001 ou leur 3e choix en 2002. Âgé de 25 ans, Prospal n'a qu'un seul but, 12 passes en 40 matchs cette saison. Les Sénateurs avaient fait son acquisition des Flyers de Philadelphie en 98 en compagnie de Pat Falloon et d'un choix de pêchage en retour d'Alexandre Daigle. Alors, parlons-en de nos Canadiens qui auraient peut-être besoin d'un Mario Lemieux pour avoir de meilleures performances. C'est sûr, Martin, qu'avec un Mario Lemieux, ça change complètement la situation. Bon, les gars ont eu une journée de congé aujourd'hui, mais la majorité des gars se sont tout de même présentés aujourd'hui au bureau. Ils se sont rendus au centre Molson pour une très bonne raison. Le reportage d'Yvon Martineau. Venir dîner au centre Molson, visiter le vestiaire et même patiner sur la glace du Canadien. C'est la chance qu'avaient quelques centaines de personnes d'associations sportives ou humanitaires, des gagnants de concours aussi. Oui, pas mal spécial. T'es content? Oui, vraiment content, c'est mon rêve. Les adultes voient des regards rayonnants de bonheur. Les enfants, ils adorent le spectacle, ils trouvent ça magique. Rentrer dans la chambre des joueurs, tout est mystique, tout est mystérieux. Le vestiaire en met plein la vue. Qu'est-ce qui vous impressionne? Le luxe, l'équipement, c'est vraiment formidable. Patiner sur la même glace que les joueurs qu'on voit à la télé, c'est très spécial. C'est spécial? Oui, c'est spécial. Première fois que je viens ici. Oui? Oui. Est-ce que tu penses à tous ceux qui jouent ici, là? Oui. Ça fait bizarre, tu sais, t'as la piste des pros, là, tu patines, c'est ça. C'est cool d'avoir ça. Avez-vous vu des joueurs du Canadien? Oui. Qui? Petrov, plein de... Il y avait Markov, Robida, puis Jason Ward. C'est trippant, ça? Oui. Vraiment, oui. Puisqu'on y était, impossible de ne pas parler de la guigne qui s'acharne sur le Canadien avec la blessure subie samedi par Brian Savage. As-tu déjà joué pour un club aussi malchanceux sur le plan des blessures que le Canadien actuellement? Non, c'est jamais vu. J'ai jamais... C'est incroyable, là. C'est vraiment... Puis c'est des joueurs clés souvent qui se blessent. C'est ma première saison avec une équipe aussi décimée par les blessures. Puis dans ce temps-là, il faut travailler plus fort. Ça veut dire que vous allez avoir de l'action? Sûrement. On va peut-être avoir plus de lancers, mais moi puis José, je pense qu'on est capable de faire un bon travail. Rappelons que Savage a subi une fracture du pouce contre les Rangers. Il sera absent pour environ 8 semaines. Yvan Martineau, TQS, Centre Molson. 11 blessés, du jamais vu. Shailene Bourne et Victor Kratz sont de retour et en meilleure forme que jamais. Ils ont remporté aujourd'hui à Winnipeg pour une 8e fois le titre de danse des championnats canadiens de patinage artistique. C'est un record. Bourne de l'Ontario et Kratz de Vancouver avaient déjà gagné 7 titres consécutifs, le dernier en 99. Ils n'avaient pas pu patiner l'an dernier parce que Shailene Bourne a été opérée au genou. Les 8000 spectateurs leur ont servi une ovation debout et le jury, de façon unanime, les a déclarés premiers. Les Québécois Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, qui avaient gagné l'année dernière, ont remporté la médaille d'argent. Déception de taille cette nuit aux internationaux d'Australie, alors que 2 des favoris ont été éliminés. Tête de série numéro 2, le Russe Marat Safin s'est incliné en 3-7 devant le Slovaque Dominic Herbati. Puis l'Américain Pete Sampras, classé numéro 3, a subi la défaite face à son compatriote Todd Martin en 4-7. Il y a aussi le Britannique Tim Henman, qui est numéro 8, qui a baissé de pavillon devant l'Australien Patrick Rafter. Pour une deuxième journée de suite, une Canadienne est montée sur le podium en Coupe du monde de ski alpin. Après Mélanie Turgeon hier, Alison Forsyth a terminé pour une deuxième année de suite à Cortina d'Ampezzo.
lors de l'épreuve de slalom géant en deuxième position. Seule la Suissesse Sonia Neff l'a devancée. Il s'agissait de sa 4e victoire de suite en slalom géant. Un raid d'aventure des plus originaux et des plus difficiles aussi aura lieu prochainement dans la région de Charlevoix. Stéphane Turcot nous en dit plus long. C'est une course de 353 km divisée en 5 disciplines. Summum de l'aventure. 143 km de vélo de montagne, 80 km de raquettes, 125 km de ski de fond, 5 km de canot à glace et 400 mètres d'un rappel vertigineux. C'est vraiment comme pour un sportif, c'est l'ultime du sport. Une course de 353 km, mais surtout un 353 km contre la montre. Course démentielle. Les meilleures équipes compléteront l'épreuve en 4 jours, les pires en 6 jours, avec surtout très peu d'heures de sommeil. Il dormirait gros maximum 4 heures par jour. Martin Nieto et Nathalie Pellan organisent ce premier raid Eucatac dans Charlevoix et savent très bien qu'ils viennent ici de repousser les limites du corps humain. Physiquement, les gens sont en bonne forme physique, oui, mais ce qui les rend vraiment particuliers, c'est la force mentale qu'ils ont. Ça demande beaucoup de force mentale. En fait, on dit souvent que les courses, c'est 80 entre les 2 oreilles et 20 physique. Nos organisateurs ont eux-mêmes pris part à quelques événements du genre à travers le monde. Et sans parler d'automutilation, ils savent très bien que les athlètes devront inévitablement composer à un certain moment avec la souffrance. Il y a une Britannique dans une compétition qui avait une épaule brisée, puis pendant 3 jours, elle a continué pour franchir le fil d'arrivée. Pour cette première à Charlevoix, 11 équipes de 4 sont inscrites. Des équipes qui viennent de partout, du Canada, des États, du Brésil et de la Finlande. Autre aspect non négligeable de l'événement, ce sont les retombées médiatiques. Bien entendu, celles de la région immédiate de Québec, mais attention, celles également au niveau international, car les médias internationaux seront omniprésents en Charlevoix. Il y aura pratiquement autant de journalistes étrangers que d'équipes, principalement des journalistes de revues spécialisées. Donc, on va être partout à travers la planète. Tout le monde va voir des images du Québec et puis de la course. Il y a des magazines de partout qui vont venir. Les images sont téléportées à travers l'Amérique du Nord. Quant au nom de l'événement, Eucatac, il a été simplement inventé. Et c'est un mot qui va pogner comme hiver, froid, dépassement de soi. Un mot universel pour une compétition unique. Stéphane Turcot, TQS, à Québec. Ça, c'est du sport. Ça, c'est des vrais athlètes. Eucatac. Oui, exactement. Vous devriez aller participer à ça. Moi, je vais, comme journaliste seulement. Salut, Martin. Salut bien. On parle météo dans un instant. Restez avec nous. Vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-nous sur Internet, gjournal@tqs.qc.ca ou par la poste au casier postal 11 495, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec, H3C 5S3. Laissez passer. Attention, c'est chaud! Le bouillon sort de l'armoire et passe directement à la casserole avec Catelli Shakers. Un nouveau bouillon instantané qu'on peut utiliser comme assaisonnement. De quoi réveiller la saveur de tous vos plats. Mettez-en! Les samedis matins à 9h sur les ondes de TQS, relaxez en écoutant l'infopub de Sommeil davantage. Découvrez les lits ajustables de la gamme Ortho Collection pour des nuits plus que confortables. Samedi 9h à TQS. Je suis sérieuse quand on parle de rides, alors j'utilise Effaceur Rides de L'Oréal Paris. Au rétinol, la forme la plus pure de vitamine A. Difficile de trouver mieux pour s'attaquer aux signes du temps. Une crème si douce que vous pouvez l'utiliser chaque soir. Effaceur Rides aide à réduire l'apparence des rides, même celles avec lesquelles vous avez appris à vivre. Des tests en laboratoire ont montré des résultats en 4 semaines. De quoi convaincre même les plus sceptiques, comme moi. Utilisez-le chaque soir et oubliez vos rides. Effaceur Rides nuit ou jour avec FPS 15 de L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Aujourd'hui, l'avenir est aux gens de métier et nous les formons. L'enseignement est personnalisé, l'outillage est merveilleux. Il y a des cours de jour, il y a des cours de soir. Pour quelqu'un qui veut vraiment, là, qui est vraiment intéressé, là, je pense qu'il n'y a pas meilleure place. Ils sont extrêmement gentils, puis ils sont attentionnés à tout ce qu'on a besoin. Qu'attendez-vous? Contactez l'Institut Technique Aviron, 739-3010. Plus de 1200 études scientifiques consacrées à l'ail ont déjà été publiées. Saviez-vous que l'allicine est la principale composante de l'ail? Lors de la préparation des repas, l'ail coupé ou broyé produit l'allicine, qui se volatilise rapidement.
Les comprimés d'ail suractif entérique capturent et scellent le potentiel de l'alicine de façon à la préserver et d'éviter les odeurs. L'ail suractif est une source d'alicine plus grande que l'ail frais. Et oui, plus que l'ail frais. L'ail cryogénique de marque Suractif. Votre santé aujourd'hui, une présentation de Pharmaprix. Ici Nathalie Roy. Lundi, à Votre santé aujourd'hui, nous vous dirons pourquoi jouer au hockey de façon occasionnelle peut être risqué. C'est à ne pas manquer, Votre santé aujourd'hui, lundi au Grand Journal. Alors, votre défi, Chantal, ce soir, c'est de nous parler de soleil, seulement que de soleil en 45 secondes. Exactement. Ça me fait beaucoup de temps, ça. Oui. Il y a beaucoup de soleil, effectivement, demain sur l'ensemble des régions du Québec. Alors, on regarde tout de suite en détail, en débutant avec les secteurs du sud-ouest. Donc, pour Montréal, les Laurentides, la Mauricie et l'Estrie, eh bien, du soleil. Pour l'Outaouais, du soleil avec quelques passages nuageux. Et pour l'Abitibi-Témiscamingue, ce sera ensoleillé, mais ça va se couvrir tard en après-midi. Et les maximums varieront entre moins 12 et moins 8 degrés. Plus à l'est, à Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord, du soleil. Dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, du soleil avec quelques passages nuageux. Et aux îles de la Madeleine, des nuages avec un peu de soleil et des averses de neige dispersées donnant de faibles accumulations. Et les maximums varieront entre moins 16 et moins 8 degrés. Plus au nord, à Chapet-Chibougamau, du soleil. Fermont, du soleil avec quelques passages nuageux. Schaefferville, un ciel variable. Baie-James, ennuagement le matin avec un peu de neige plutôt en après-midi. Et à la baie d'Ungava, quelques flocons, des maximums entre moins 24 et moins 12 degrés. Et pour les prochains jours à Montréal, ce qu'on prévoit, eh bien pour mardi, un ennuagement le matin suivi d'averses de neige débutant en après-midi. Et ce sera doux, moins 4 degrés. Mercredi, ça se refroidit, mais on aura du soleil. Et pour jeudi, un ciel variable. Et pour agrémenter cette journée davantage, pourquoi pas les résultats de l'Auto-Québec, ceux qui ont gagné? Là. Oui, Martin, on débute tout de suite avec la quotidienne 3 chiffres, 8-8-8. Quotidienne 4 chiffres, 5-2-7-1. Banco, 1, 4, 15, 19, 20, 25, 28, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 55, 56, 58, 61, 66 et 70. Et on termine avec l'extra 8, 5, 5, 1, 9, 4. Et rapidement, je vous dis qu'en ce moment, ce n'est pas chaud à Montréal. Il fait 10 degrés et à Québec, moins 10 degrés et à Québec, moins 17. Voilà. Ah, 10 degrés, ça c'est tellement agréable. Oui. Salut bien. Bye-bye. Ben voilà, c'est comme ça que nous avons vu ce dimanche 21 janvier. Prochain bulletin d'information sur TQS demain midi avec Gilles Proulx. Bonne semaine tout le monde.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Planète Pub. Aujourd'hui, un petit peu comme la semaine dernière d'ailleurs, nous allons voyager avec Planète Pub puisque nous allons faire un voyage en France. L'émission est en effet consacrée à la publicité française qui a d'ailleurs beaucoup évolué dans les dernières années. Et comme je ne connais pas bien la France ni les Français, j'ai avec moi quelqu'un qui est une vraie experte, Louise Deschâtelet. Bonjour Louise. Bonjour. Non, je les connais très peu en fait. Je suis bien plus experte en Québec et québécois. Oui, non, c'est toujours... Vous prenez plus de temps pour analyser leur comportement que vous ne le faisiez quand vous étiez en France? Ça doit être ça. D'accord. Ça doit être ça. Non, mais on est toujours mieux placé finalement pour regarder un peuple auquel on n'appartient pas. C'est vrai. J'imagine. Et je me suis laissé dire qu'effectivement, vous voyagez beaucoup en France, régulièrement, il n'y a pas très longtemps encore. Depuis de nombreuses années. Ben, je rentre de France il y a à peine 2 semaines, parce que j'y passe à peu près toutes mes vacances depuis au moins 5 ans de façon précise. Mais j'y suis toujours allée. Je pense que mon premier voyage en France date d'il y a 30 ans, à peu près. 25-30 ans. Donc, non seulement vous les connaissez bien, mais vous les avez vus changer, évoluer. Est-ce que vous regardez un peu la publicité, Louise, quand vous êtes là-bas? Je regarde beaucoup la publicité, à la télé d'abord, mais aussi beaucoup au cinéma. Parce qu'au cinéma, en France, il y a énormément de publicité avant les projections. Et ce sont des publicités longues. Et moi, j'aime ça, la publicité. J'ai toujours aimé ça. Je trouve que ce sont de petites histoires concentrées. Et les gens se forcent pour cerner vraiment un problème, une situation, un produit. Donc, c'est une petite tranche de vie finement faite. Alors, donc, ça me passionne. Ben, on espère qu'on va avoir de belles tranches de vie aujourd'hui dans l'émission. Et pour se mettre un peu en contexte, on a décidé de commencer par prendre l'avion. Alors, la publicité de la semaine, ben, c'est une publicité d'Air France. On va voir ça tout de suite. Louise, est-ce que c'est convaincant pour vous, ce genre de pub? Depuis qu'ils ont commencé cette série, j'appelle ça une série, de prendre des petites scènes de vie toutes simples, puis d'y insérer l'avion qui passe, moi, ça me fascine. Je me dis à chaque fois jusqu'où ils vont se rendre. Oui, dans l'intégration. Ah, ça me plaît beaucoup. Puis en plus, c'est extrêmement calmant. C'est très doux, c'est très tendre, c'est pas énervant, c'est zen, tiens, oui, vous avez le terme. C'est zen. Et puis, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, qui est leur nouveau positionnement, est-ce que c'est un slogan qui... Ben, c'est tout à fait juste. Qui est convaincant? Moi, je le trouve convaincant. Je voyage beaucoup avec Air France et je pense que ça déteint sur les comportements à bord également. Il y a une espèce de plus grande souplesse de la part des agents de bord qui avaient fini par se perdre dans la nuit des temps, un peu comme on disait, les Parisiens sont agressifs. Oui. Eh bien, je ne sais pas si c'est ça aussi qui a calmé les Parisiens, mais ils le sont de moins en moins. En tout cas, la compagnie nationale a l'air effectivement beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille. C'est vrai, tout à fait. Louise, on se parlait de publicité, vous nous disiez que vous aimiez beaucoup la pub et vous en avez fait beaucoup tout au long de votre carrière. D'ailleurs, vous continuez d'en faire. J'en fais beaucoup moins que j'en faisais, mais quand j'étais jeune comédienne, j'en ai fait énormément parce que je pense que je correspondais à cette époque-là et ça m'a suivi pendant une bonne vingtaine d'années à la tête qu'il fallait pour annoncer le savon pour le corps, le savon à vaisselle, les couches pour bébé. Au fur et à mesure que j'ai avancé en âge, je correspondais aux images que les publicitaires voulaient. Alors, j'ai eu cette chance-là et j'en ai fait énormément. Eh bien, justement, aujourd'hui, on va aller voir dans Rétropub quelque chose qui, j'espère, va vous rappeler de bons souvenirs. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé ça, voir ça. On va à Rétropub. Ça vous a fait rire? Oui. Pendant
Pendant le sommeil, une désagréable sensation se développe dans votre bouche. C'est l'haleine du matin, la pire haleine de la journée. Bonjour. Attends. J'ai mauvaise haleine. Oui. Ça te prend un bon rince-bouche. On a un rince-bouche efficace, mais il goûte donc mauvais. On a du Scop maintenant. Scop, ça travaille fort et ça goûte bon. Si ça goûte bon, c'est pas efficace. Tiens. Tu vas t'apercevoir que Scop est efficace, même contre la laine du matin. T'as raison. Ça travaille fort. Je sens mon haleine toute fraîche. Et ça goûte bon? Incomparable. On peut s'embrasser. Hé! Ça! Même contre la laine du matin, Scop, ça travaille fort et ça goûte bon. Et même du Scop. Même du Scop. Mais ce message-là me rappelle des souvenirs incroyables. On avait mis presque 24 heures à faire ça parce que c'était tourné dans une salle de bain qui était tout en miroir et toutes les caméras et les spots se reflétaient dans les miroirs. On a travaillé, mais comme des débiles. Il y a eu des colères sur le plateau. Ils ont changé l'équipe au milieu de la nuit. Alors, c'est un souvenir. Puis le comédien qui est avec moi, Bonnefield Marcoux, j'avais fait du théâtre étudiant avec lui. Alors, il n'en fait plus aujourd'hui. Il est pratiquement plus dans le métier, je crois. Alors, c'est un paquet de souvenirs qui sont revenus en mémoire, là. Moi, ce qui m'a frappé, et c'est sûrement un compliment, mais en tout cas, on passe régulièrement donc de vieilles publicités québécoises dans notre section rétro-pub. Oui. Et moi, c'est de voir à quel point on vous reconnaît facilement, à quel point vous n'avez pas changé. Ça, c'est gentil, ça fait ma journée. Même au saut du lit. Non, c'est vrai, on vous reconnaît tellement de façon évidente. C'est Louis, c'est sûr. Peut-être parce que je suis figée dans le bronze et que je n'évolue pas. Pas du tout, je ne crois pas que c'est ça. Mais on se parlait tout à l'heure, effectivement, de la pub et de tout ce que vous avez fait en pub. Contrairement à bien des étudiants de théâtre, vous m'avez dit juste avant l'émission que la pub, vous n'avez jamais dédaigné ça. Ça vous a toujours appris. Et à cette époque-là, c'était terrible d'oser ne pas dédaigner la pub parce que c'était considéré comme du travail de bas étage. Et les autres comédiens disaient, mais tu fais ça, ça n'a aucun sens. Et moi, ça me permettait, à cette époque-là, je n'arrivais pas à gagner ma vie dans le métier parce que j'étais très peu payée, puis je grappillais les choses à droite et à gauche, c'était le début. Alors, ça me permettait de survivre et de m'installer dans le métier petit à petit. Et moi, j'ai même eu des rôles à la télé à cause des pubs. Hein. Les gens qui te voient dans une pub et qui disent... Moi, ça ne m'a jamais nui. Alors, quand les comédiens me disaient, moi, j'en fais pas, moi, c'est pas à mon niveau, eh bien, par la suite, ils en ont tous fait. Ah! Donc, finalement, oui, il faut être précurseur quelquefois. Oui. Louise, on va aller faire une pause et juste après, on vous revient avec notre premier duel métro-pub de la saison. Génération Indochine, l'album compilation, l'album de tous leurs grands succès. Génération Indochine, version originale de leurs 18 grands succès, enfin disponible. Pourquoi tant de gens aiment aller chez Valentine? Parce qu'ici, monsieur, mon hamburger, ils font cuire quand je le commande. Moi, c'est les frites fraîches que j'aime le plus. Les gens sont accueillants. Quand j'ai le goût d'un bon hot dog, c'est ici que je viens. Puis j'en ai toujours pour mon argent. Dégustez nos fameux hot dogs tous les jours, 3 pour seulement 99 sous. Oui, 3 pour 99 sous. C'est bien simple. Ici, tout est bon. Valentine, le même bon goût à la grandeur du Québec. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui,
La semaine dernière, notre premier duel de la saison vous donnait le choix entre deux publicités plutôt très drôles qui luttaient pourtant, qui parlaient du phénomène de la drogue. Alors voici celle que vous avez choisie.